Bien, bonsoir. Alors, merci d'être présent à ce 5e opus de nos confs de bio, consacré cette année aux interactions dans le vivant. Alors, ce soir, donc, la course aux armements. Alors, au début de chaque petite conférence, je remets le programme. Donc la première portée sur le microbiote par ma collègue qui est microbiologiste à la Fac des Sciences. On a parlé dans la deuxième de la symbiose, de l'évolution entre les espèces, du parasitisme, et maintenant on va voir un petit peu la coévolution entre les différentes espèces qui interagissent. Alors, course aux armements, c'est en fait un type de coévolution qui peut se produire entre des espèces en interaction. Alors, un petit rappel sur les interactions dans le vivant. Ici, dans ce cycle de cours, on s'intéresse aux interactions qui sont durables. Par exemple, une relation entre un prédateur et sa proie, c'est une relation courte, et donc ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle les interactions durables. Alors ces interactions durables, vous avez ici le petit diagramme qui vous les liste. Quand il y a un effet positif pour les deux partenaires de l'association, on parle de mutualisme ou de symbiose. Ce soir, on va surtout parler de parasitisme, quand il y a un effet positif pour le parasite, et puis un effet négatif pour l'hôte. Alors, ce qui caractérise ces interactions, donc, c'est qu'elles sont durables dans le temps, avec un temps d'interaction qui va s'étaler sur de très nombreuses générations. Cette caractéristique va pouvoir donner lieu à ce qu'on appelle donc une coévolution, une évolution des deux partenaires de l'association, une évolution parallèle. Alors, ça peut se produire dans les relations de symbiose, dans les relations de mutualisme. J'ai pris ici un exemple très très classique avec ce qu'on appelle l'orchidée de Darwin, parce que l'histoire dit que quand Darwin a vu cette orchidée, eh bien, il a supposé l'existence d'un papillon avec une très grande trompe pour venir prélever le nectar qui est tout au fond de cette partie-là de l'orchidée. C'est l'étoile de Madagascar, cette orchidée, de son nom commun, et elle se caractérise par un éperon extrêmement long. L'éperon, on appelle ça aussi le nectaire, c'est cette partie-là. Elle contient tout au fond le nectar pour attirer les insectes pollinisateurs. Donc à l'époque, on ne connaissait pas l'insecte qui venait polliniser, mais donc Darwin a émis l'hypothèse de l'existence d'un papillon avec une trompe très longue. Et une quarantaine d'années plus tard, au début du XXe siècle, on a découvert ce papillon qui a été nommé en hommage à l'hypothèse de Darwin, Xanthopon morgani praedicta, avec ici une photo récente qui montre la trompe démesurément longue de ce papillon, adapté donc à cette espèce. Donc là, on a un exemple de coévolution entre deux partenaires de symbiose, deux partenaires de mutualisme, le papillon et l'orchidée. Alors, ce mécanisme de coévolution, on peut trouver ça à plein de niveaux différents, y compris chez nous. J'ai pris ici un exemple au niveau de nos pratiques alimentaires, avec cette publication ici, qui montre une coévolution entre les génomes des bovins domestiques et le génome humain qui est dû, cette coévolution, aux pratiques d'élevage et à la consommation de lait, et ça depuis les pratiques d'élevage, depuis le néolithique. Alors, ce que montre cette publication, alors en fait, c'est des techniques de comparaison de génome avec des analyses statistiques assez compliquées. Le résultat de cette étude, c'est le suivant. Ici, sur cette carte, alors on ne les voit pas très bien, mais tous les petits points ici, ce sont en fait toutes les populations de bovins qui ont été étudiées du point de vue génétique. Ici,
Ce que traduit cette couleur en orange plus ou moins foncé, c'est la diversité des protéines du lait dans ces différentes populations de bovins. Et plus c'est orange foncé, et plus le lait des bovins contient une grande diversité de protéines. Et on voit que cette diversité de protéines est plus grande en Europe du Nord, qui est connue pour son activité par le passé d'élevage pour la consommation du lait. Et on se rend compte que quand on regarde le génome humain, cette carte ici montre en fait la proportion de gens dans la population humaine qui expriment la lactase à l'âge adulte. La lactase, c'est ce qui nous permet de digérer le lactose, qui est le sucre qui est contenu dans le lait. Typiquement, c'est une enzyme, c'est une protéine qui est exprimée chez tous les mammifères à l'âge juvénile pour pouvoir se nourrir de lait. Et ensuite, cette enzyme n'est plus exprimée, elle n'est plus présente, puisque les mammifères ne consomment ensuite plus de lait. Et dans les populations humaines, on se rend compte que des individus continuent à exprimer cette protéine et donc sont capables de digérer correctement le lactose, et d'autres individus n'expriment plus cette protéine, n'expriment plus cette enzyme, et donc ont du mal à digérer le lactose. Et on voit que la proportion de gens qui expriment cette enzyme à l'âge adulte, elle est parfaitement corrélée avec la diversité des protéines de lait dans les populations de bovins domestiques. Donc là, il y a une coévolution qui s'est faite entre la diversité des protéines du lait chez les bovins d'élevage et notre propre évolution génétique. Donc, corrélation entre la diversité des protéines du lait et le maintien de l'expression de la lactase, cette enzyme qui nous permet de digérer le lactose à l'âge adulte. Alors, ce soir, on va surtout parler de relations de parasitisme et parler justement de coévolution entre le parasite et l'hôte. Et là, on rentre plus précisément dans ce qu'on appelle donc la course à l'armement. Alors, un petit exemple que j'avais déjà pris dans la conférence précédente sur le mutualisme, sur la symbiose, c'est l'exemple du piquebœuf. Le piquebœuf, c'est cet oiseau qu'on trouve en Afrique et qui va se nourrir des parasites qu'il va prélever sur tout un tas de mammifères sauvages. On l'appelle piquebœuf parce qu'au départ, il a été décrit essentiellement chez les bovins élevés en Afrique du Sud. Et puis après, on s'est rendu compte que ce piquebœuf, on le trouve sur le rhinocéros, sur les antilopes, les gnous, etc., sur tout un tas de mammifères sauvages. Et donc, ce piquebœuf à bec rouge est en association avec de nombreux mammifères africains, les mammifères se laissant ainsi épouiller par cet oiseau qui va se nourrir des parasites. Donc, on pourrait croire à une symbiose où tout va bien. L'oiseau trouve sa nourriture sur les mammifères et les mammifères se font épouiller à bon compte. Mais quand on regarde de plus près, le piquebœuf aime bien aussi se nourrir de sang. Et finalement, des études d'écologie comportementale, se sont posé la question, est-ce que ce sont vraiment des oiseaux nettoyeurs ou est-ce que ce sont des vampires qui finalement sont à la limite entre la symbiose et le parasitisme. Donc, ici, on est dans une association finalement qui est à la limite entre une relation de mutualisme, une relation de symbiose et une relation de parasite. Alors, un petit focus sur le processus de la sélection naturelle pour bien comprendre comment fonctionne cette course aux armements. Quand on prend une espèce
dans son environnement. Ici, j'ai pris l'exemple d'une grenouille rousse. Eh bien, cette espèce est confrontée à tout un tas de facteurs physiques dans son environnement. Un espace géographique, de l'eau en plus ou moins grande quantité, une certaine luminosité, la température, et tous ces facteurs varient suivant les saisons. Tous ces facteurs physiques vont influer le mode de vie, la localisation des différentes espèces. On peut rajouter, j'en ai rajouté qu'un seul, mais tous les facteurs anthropiques, pollution, réchauffement climatique, dégradation des milieux, etc. etc. Ça, c'est l'environnement physique de notre espèce. Mais notre individu, notre espèce, est confronté également à un environnement biotique, ce qu'on appelle des facteurs biotiques. Des proies, mais aussi des prédateurs, mais aussi des parasites, des symbiotes, c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement ici. Également des congénères, des individus d'autres espèces, ce qui peut entraîner une compétition avec d'autres espèces qui vont se nourrir des mêmes proies, par exemple. Les congénères, il peut y avoir une compétition intraspécifique, une compétition, certaines espèces vont être très territoriales, vont défendre leur territoire contre les congénères de la même espèce. Et puis, il peut y avoir aussi des relations avec des partenaires sexuels. Donc, un individu, dans son environnement, dans son écosystème, dans sa niche écologique, eh bien, un individu est confronté à tout un tas de facteurs physiques et tout un tas de facteurs biotiques. Tous ces facteurs vont influer sur la survie de l'individu, puis sur sa reproduction. Ça, c'est le principe de la sélection naturelle. Alors, si on regarde de plus près cette sélection naturelle, eh bien, on a une variation au sein d'une population. Les individus qui présentent des caractéristiques avantageuses dans un milieu et à un moment donné vont survivre mieux, se reproduire davantage que les autres. Et donc, cet avantage, ces caractéristiques avantageuses vont être transmises aux descendants. Et donc cet avantage va devenir de plus en plus présent dans la population au fil des générations. Ça, c'est le principe de la sélection naturelle. On résume ça aussi par une évolution, par variation au hasard, c'est-à-dire que les individus sont tous différents, et ça, c'est le hasard qui va déterminer ces variations. Et ensuite, c'est le milieu, c'est les interactions avec les facteurs physiques et avec les facteurs biotiques qui vont sélectionner les variations les plus avantageuses. Bien, ça c'est la théorie. Un petit exemple, encore théorique, pour montrer comment ça fonctionne. Imaginons une population. Chaque petit rond ici, c'est un individu. Bon, on va améliorer un petit peu notre modèle. Je vous ai dit qu'il y avait des variations entre les individus. Il suffit de jeter un coup d'œil dans l'amphi pour se rendre compte qu'effectivement, ici dans l'amphi, personne n'est identique à son voisin. Il y a des variations individuelles. Donc, mettons en place ces variations individuelles. On a des plus gros, des plus ovales, des plus arrondis, etc. Des bleus foncés, des bleus clairs, certains qui ont une enveloppe rouge, etc., etc. Bon, tous les individus présentent des variations. Maintenant, faisons intervenir un parasite. Alors, le parasite, qu'on va symboliser ici par cette petite étoile, eh bien, va infecter différents individus. Supposons que les individus avec une enveloppe rouge eh bien, sont résistants aux parasites. Le parasite ne peut pas les infecter. À ce moment-là, quand on regarde la survie des individus de cette population, eh bien, on va avoir une
forte mortalité chez les individus parasités. Tous ne vont pas disparaître, hein. Certains vont se débarrasser du parasite et vont survivre. D'autres vont présenter une mortalité pour tout un tas d'autres raisons. Et ensuite, à la génération suivante, eh bien, quand ces individus vont se reproduire, eh bien, on regarde que par rapport à la génération précédente, eh bien, les individus qui étaient par hasard résistants au virus, eh bien, sont plus nombreux. On a la proportion de ces individus qui a augmenté dans la population. Ça, c'est le principe de la sélection naturelle. Variation au hasard, et puis il y a un événement, il y a un facteur du milieu, ici, un parasite, puisque c'est ce qui nous intéresse, qui va faire son œuvre et qui va donc sélectionner finalement les individus les plus résistants. Donc finalement, l'action d'un parasite va se résumer à sélectionner les hôtes qui leur résistent le mieux. Puisque les individus qui sont infectés eh bien, vont avoir un taux de survie diminué, un taux de reproduction diminué par rapport aux individus résistants. Et donc, à la génération suivante, on a une plus forte proportion d'individus résistants aux parasites. Si on inverse les choses, eh bien, les hôtes vont sélectionner également les parasites les plus infestants. Parce que le parasite, eh bien, il se reproduit également. Donc, imaginons par hasard qu'un parasite, qu'un individu parasite puisse infecter ces individus résistants, eh bien, ce parasite va se retrouver sélectionné. Et là, c'est le début de la coévolution, de la course aux armements. Puisque finalement, on a une relation où les parasites sélectionnent les hôtes qui leur résistent le mieux, et inversement, les hôtes vont sélectionner les parasites les plus infestants. Ça cadre bien avec un modèle qu'on a en biologie évolutive. C'est le modèle de la reine rouge. Le modèle de la reine rouge, c'est dans les années 60-70, si je me souviens bien. C'est dû à un grand théoricien de l'évolution qui s'appelait Leigh Van Valen, qui a émis cette hypothèse et qui a fait l'analogie avec le roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Si vous connaissez vos classiques, lorsque Alice arrive chez la reine l'entraîne dans une course, et Alice court avec la reine, et Alice, au bout d'un moment, s'arrête et se dit « Mais à quoi ça sert de courir? Il y a le paysage qui bouge en même temps que nous. » Et la reine lui répond « Mais oui, ici, c'est comme ça, il faut courir pour rester au même endroit. » L'analogie qu'on fait avec l'évolution, c'est que ici, il faut imaginer que chacun des protagonistes, la reine et Alice, eh bien, ce sont des espèces. Et que, autour d'eux, eh bien, leur environnement, il change sans cesse. Si ce n'est pas l'environnement physique, parce que les conditions climatiques, elles ne changent pas non plus tous les millions d'années. Il n'y a que nous qui sommes suffisamment forts et imbéciles pour arriver à changer ça. Mais les facteurs physiques, on peut dire, c'est à peu près stable. Par contre, les facteurs biotiques, eux, ils changent tout le temps. Et on va bien le voir avec les relations entre hôtes et parasites. Et donc, si un des partenaires de l'association évolue, eh bien l'autre, s'il n'évolue pas, eh bien, il va perdre un peu cette course à l'évolution, cette course à l'armement, et ça peut être l'extinction de l'espèce.
Et donc finalement, les espèces sont embarquées dans une course permanente à l'évolution. Et ça s'applique très très bien à l'évolution entre un parasite et son hôte, ou ses hôtes. Alors, on va en voir quelques exemples plus concrets. Alors, je vais commencer par vous parler de cet oiseau-là. Vous l'avez reconnu? C'est un coucou. Oui. Et le coucou, c'est un parasite. Alors, c'est un sale type, ce coucou. Il présente ce qu'on appelle le parasitisme de couvée. Le coucou le coucou femelle, va pondre ses œufs dans le nid d'autres espèces pour finalement déléguer à d'autres espèces l'investissement parental. L'investissement parental, en fait, c'est le nourrissage des jeunes, l'élevage des jeunes, qui est pour une espèce quelque chose de très lourd, de très conséquent. Quelque chose dont on parlera dans la dernière conférence au mois de juin sur justement les relations entre les sexes pour s'occuper ou non de cet investissement parental. Donc c'est quelque chose d'assez lourd. Et donc finalement, le coucou a mis au point cette stratégie, si on peut dire, de déléguer finalement cet investissement très lourd à d'autres espèces. Donc il pond ses œufs dans les nids d'autres espèces pour que ces autres espèces élèvent les jeunes coucous. Ça peut même aller plus loin, parce que certaines espèces de coucous, parce qu'il y a plusieurs espèces, et il y en a beaucoup qui pratiquent le parasitisme de couvée, certaines espèces présentent des comportements éjecteurs. C'est-à-dire que le jeune coucou, lorsqu'il va éclore, il va souvent bazarder hors du nid ses frères et sœurs d'adoption. Et donc, les pauvres parents parasités se retrouvent finalement à élever un gros poussin coucou, alors que leurs propres rejetons ont disparu. Alors, comment est-ce que ça évolue, ce système-là? Ici, vous avez un œuf de coucou gris qui a été pondu dans un nid d'accenteur mouché. Alors, on voit qu'il y a une grosse différence entre les œufs. Alors, chez les oiseaux, il existe ce qu'on appelle le phénomène d'empreinte. C'est-à-dire qu'il y a des relations extrêmement fortes qui se nouent très rapidement entre les parents et les jeunes. Et donc, des parents, lorsqu'ils élèvent des poussins, des oisillons dans leur nid, ils n'ont pas forcément de raison de remettre en cause le fait que ce soit leur propre rejeton. Et donc, c'est pour ça que certains parents se font tromper par le coucou. À partir de ce moment-là, il peut apparaître des moyens de défense de l'hôte. Et certains oiseaux peuvent rejeter l'œuf du coucou. Il s'avère que c'est un comportement qui a une base génétique. Il y a des couples qui sont plus ou moins doués génétiquement pour apprendre à reconnaître l'œuf de coucou et l'éjecter du nid lorsque il y a une ponte d'un coucou dans le nid. Alors, c'est un parasitisme qui a été extrêmement étudié par les éthologues, les ornithologues, et des expériences de reconnaissance des œufs ont montré que les parents peuvent apprendre finalement à rejeter les œufs qui sont différents des leurs. Et donc finalement, il y a une barrière qui se met en place chez les espèces qui sont parasitées. Pour éviter ce parasitisme, les parents éjectent l'œuf du coucou. Du coup, chez le coucou, il y a une réponse. La réponse, c'est le mimétisme des œufs du parasite. Parce que si le coucou pond des œufs qui ressemblent très fortement aux œufs de l'espèce parasitée, du coup, c'est beaucoup plus difficile pour l'espèce parasitée d'arriver à détecter l'intrus. Et donc, ça, c'est le début, justement, de la course à l'armement.
l'hôte met en place, attention, c'est un comportement qui est sélectionné de génération en génération. Il y a un comportement de rejet du parasite qui est mis en place, et en parallèle, en réponse, il y a un mimétisme des œufs du parasite qui est mis en place. Et ça, c'est le début de la course à l'armement. Finalement, l'hôte va augmenter ses capacités à reconnaître les œufs du parasite et à les rejeter, et le coucou, lui, le parasite, il répond en augmentant le mimétisme des œufs. Ici, vous avez un œuf de coucou gris dans un nid de rousserolle et farvate. Là, c'est déjà plus délicat pour arriver à détecter la différence entre les œufs de l'espèce et les œufs du parasite. Alors ici, on interprète ça, les scientifiques interprètent ça par le fait que ici, l'accenteur mouché, c'est vraisemblablement une espèce qui est parasitée par le coucou depuis peu de temps dans l'évolution, si bien que la course aux armements ne s'est pas encore mise en place, tandis que chez la rousserolle et farvate, le parasitisme doit dater d'un peu plus longtemps, c'est bien que la course s'est mise en place et qu'il y a un mimétisme des œufs. Alors comment aller encore plus loin? Parce que finalement, c'est toujours le parasite qui gagne. Eh bien, les hôtes ont encore d'autres armes pour se défendre. À savoir, eh bien, pour augmenter encore la capacité à détecter l'intrus, eh bien, on peut avoir des œufs qui vont être très très ressemblants dans une même ponte. Et donc, s'il y a une toute petite variation chez le parasite, ça peut permettre de le détecter. Tandis que si les œufs se ressemblent, mais que les tâches sont assez variables, évidemment, c'est plus difficile de détecter le parasite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on observe chez certaines espèces. On a en fait une diminution de la variabilité des œufs à l'intérieur de la ponte. Il y a une tendance à avoir des œufs finalement tous identiques, ce qui entraîne une facilité à reconnaître l'œuf parasite. Et à l'inverse, on peut avoir une très forte variation des œufs entre pontes. Et finalement, là, le coucou il est complètement désarmé, parce que si chaque couple a des œufs très différents, le coucou il ne peut plus rien mimer du tout. Alors par exemple, ici, vous avez le pinson du Nord, et là, vous avez les variations des œufs. On a des œufs qui sont ici très variables. Alors attention, ici, chaque œuf a été pris dans des nids différents. Et donc, si vous avez des œufs très variables, eh bien, évidemment, pour le parasite, c'est très difficile à mimer. Et donc ça, c'est les œufs du coucou. Vous voyez que c'est une espèce de compromis entre toutes ces variations morphologiques. Et donc finalement, quand vous avez à la fois des œufs très ressemblants dans la ponte et très différents entre pontes, ça c'est l'arme ultime. Et là, le coucou, il n'a plus qu'à faire ses valises pour aller parasiter une autre espèce. Ou alors, il s'éteint, parce que là, la course à l'évolution est gagnée par l'hôte, parce que là, il a mis en place, finalement, tout ce qu'il faut pour détecter l'œuf de parasite. Alors, je ne vais pas plus développer les coucous, juste pour vous dire qu'il y a d'autres stratégies de défense qui ont été découvertes chez tout un tas d'espèces. Avant la ponte du parasite, les parents peuvent surveiller. Ils vont surveiller le nid pour vérifier s'il n'y a pas un coucou qui vient pondre dedans. Certaines espèces ont des nids qui sont très peu accessibles, qui sont cachés. Certaines espèces vont être très discrètes lorsque elles vont venir dans leur nid, pour que le parasite ne repère pas le nid. Et puis après, il y a après la ponte. Certaines espèces ont appris à rejeter le poussin, ou alors à carrément abandonner le nid. À ce moment-là, la ponte est perdue, mais au moins, le parasite n'est pas élevé jusqu'à terme.
Il peut y avoir des nourritures qui sont inappropriées pour le parasite. Des poussins de l'autre qui vont être plus gros que le parasite. Voilà, tout un tas là aussi, de choses qui ont été sélectionnées aussi, hein, en réponse justement à ce parasite. Alors, ça, ces phénomènes de coévolution, ça marche relativement bien quand il y a une forte pression de sélection. Quand il y a un parasite qui est assez présent, qui parasite beaucoup une espèce, c'est un facteur très très important d'évolution. On parle de pression évolutive très forte. Et cette pression évolutive peut entraîner des évolutions rapides. Alors ici, ce n'est pas un cas de coévolution, ce n'est pas un cas de parasitisme, mais c'est pour vous montrer un petit peu la rapidité du phénomène évolutif et son ingéniosité. C'est l'apparition de la résistance aux pesticides chez les moustiques. Alors, il existe tout un tas de pesticides. Hein, ça, notre chimie est très, très inventive de ce point de vue-là. Et il y a une catégorie d'insecticides qu'on appelle les insecticides organophosphorés. Ils ciblent une enzyme du système nerveux, c'est l'acétylcholinestérase. Alors, c'est une enzyme qui est présente chez nous, hein, qui est présente dans tout le monde animal, quasiment. Il n'y a que les éponges qui n'ont pas ce système-là. En fait, quand vous avez un neurone qui donne l'ordre à une cellule musculaire de se contracter, il va envoyer un signal chimique. Et l'acétylcholinestérase, c'est une enzyme qui va supprimer ce signal. C'est ce qui va permettre de décontracter le muscle. Si cette enzyme n'intervient pas, eh ben le signal perdure et on a une tétanie du muscle. C'est aussi comme ça que certains poisons, comme le curare par exemple, agissent. Donc, ces insecticides-là vont empêcher cette enzyme d'agir et les insectes vont mourir par tétanie. Et bien, très rapidement, cette pression de sélection qu'on a imposée aux populations de moustiques a mené à l'apparition de mécanismes de résistance. Alors, il y a deux mécanismes. Hein. Soit il apparaît des enzymes qui vont être capables de dégrader l'insecticide, soit eh bien, c'est cette enzyme qui va être modifiée, si bien qu'elle est plus sensible à l'insecticide. Donc là, il y a une modification de la cible, hein, c'est le gène qui code pour cette enzyme-là, qui va varier un tout petit peu, et donc l'insecticide se retrouve finalement inefficace. Alors, on a découvert dans des populations de moustiques, dans ce gène-là, des toutes petites mutations. Pour ceux qui connaissent un petit peu en génétique, hein, c'est une glycine en position 119 qui est remplacée par une sérine. Bon, peu importe pour ceux qui ne sont pas généticiens, c'est vraiment minime comme mutation. C'est ça le message à retenir. Eh bien, cette mutation-là entraîne une forte résistance à, pas tous, mais un très large spectre d'insecticides organophosphorés. Et puis, c'est quelque chose qui est apparu plusieurs fois indépendamment dans différents genres de moustiques. Hein, dans le genre Culex, dans le genre Anopheles. Donc, dans plusieurs espèces de moustiques, c'est apparu. Souvent, on pense que les mutations, c'est des phénomènes rares. Oui, c'est rare. Mais ramené à des énormes populations de moustiques et sous une pression assez forte, comme des traitements intensifs aux insecticides, eh bien, finalement, ces événements rares deviennent relativement fréquents. Parce qu'on les sélectionne très très vite, très très efficacement. Par contre, chez certains moustiques, ça n'apparaît pas. Bon, ça c'est un problème de génétique, je passe dessus. Juste ce petit diagramme-là, ça c'est des universitaires de Montpellier qui ont fait cette étude-là dans des populations de moustiques dans la région de Montpellier. C'est quelque chose qui est étudié hein, depuis près de 40 ans. Et donc, ils ont fait des simulations. Alors, ce graphique ici vous montre en fait la fréquence
d'un gène portant donc la mutation ici, donc qui est résistant aux insecticides. Et vous voyez qu'en quelques années, eh bien, la fréquence devient extrêmement forte. Finalement, on a pratiquement une population de moustiques qui est complètement résistante. Et ça, très rapidement. Et vous voyez après que ça descend très vite. Ça descend très vite parce qu'on voit qu'il y a d'autres gènes mutants, d'autres variations qui apparaissent. D'autres variations qui sont plus efficaces. Parce que cette mutation-là, c'est bénéfique pour le moustique, ça permet d'être insensible à ces insecticides, mais ça a un coût, ça a une contrepartie, c'est que cette enzyme-là est un peu moins active. Donc, ces mutations, ces allèles mutants ont un coût, il y a une forte baisse de l'activité de l'enzyme, et ça, c'est potentiellement compensé par d'autres mutations qui apparaissent ici, qui deviennent prépondérantes, puis qui disparaissent parce qu'il y a une troisième mutation plus efficace qui apparaît, et ainsi de suite. Donc ça montre en fait la rapidité de l'apparition de variants génétiques qui sont sélectionnés. On en a eu de très beaux exemples ces 2 dernières années, avec ces fameux variants. On a utilisé quasiment tout l'alphabet grec, de alpha jusqu'à omicron le dernier, et puis après on s'est dit, bon, on va plus embêter le public avec les autres variants qui apparaissent, mais tous ces variants qui sont apparus, à chaque fois, ils ont supplanté les variants précédents, avec le fameux variant Omicron, qui était le plus infestant, heureusement pour nous, moins symptomatique. Et ça, au point de vue génétique, c'est quelque chose aussi qui marche dans la coévolution, dans la course aux armements entre un parasite et son hôte. Quelques petits exemples. Alors ça, c'est un peu moins mon domaine, puisque là, on s'intéresse à la botanique, mais c'est quelque chose qui a été décrit dans beaucoup de cas, beaucoup de plantes, où on a montré des phénomènes de coévolution entre des plantes et des pathogènes de plantes. Alors les plantes n'ont pas de système immunitaire, nous on a nos globules blancs, nos anticorps, etc., pour se défendre des bactéries, des virus, mais les plantes ont quand même des systèmes de défense. Ils ont des protéines, on appelle ça des protéines R, de résistance aux pathogènes. Donc en fait, ce sont des protéines qui permettent de reconnaître les pathogènes en reconnaissant certaines protéines du pathogène. Donc ici, dans ce cas, c'est le lin, la plante, où on a des protéines R qui reconnaissent des protéines AVR d'un champignon qui provoque la rouille chez le lin. Ce petit tableau vous montre les variants de la protéine R chez le lin. Alors, différentes protéines qui ont des toutes petites variations. Bon, alors on les appelle L9, L5, L6, peu importe, on pourrait les appeler ABCD, on s'en fiche du nom. Et ici, ce sont des variants de la protéine AVR chez le champignon qui provoque la rouille. Bon, ça s'appelle Melampsora-lini, peu importe, c'est le champignon pathogène qui provoque les nécroses des feuilles chez le lin. Et on voit que, ce variant ici du champignon est capable d'infecter les populations de lin qui expriment la protéine R L6. Parce que la protéine R de L6 n'est pas capable de reconnaître ce variant-là. Le variant F du champignon est capable d'infecter
les populations de l'un qui expriment la protéine L5 et la protéine L6, et ainsi de suite. Alors vous voyez que L9 est une bonne protéine chez le lin, hein, qu'on essaye justement de sélectionner dans les populations de lin, parce que vous voyez que ça permet de reconnaître tout un tas de variants, hein, du champignon. Ça aussi, c'est de la course à l'évolution. Quand il y a un variant qui apparaît chez le champignon, eh bien, ça sélectionne un variant de la protéine R qui va le reconnaître. Et donc, en conséquence, la protéine AVR va muter, va varier un petit peu, elle est plus reconnue, et puis il apparaît un variant qui va le reconnaître, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, on se retrouve dans la population avec plein de variants au niveau de cette protéine de défense, et plein de variants également chez le champignon pathogène. Donc là, on a une course à l'armement, hein, entre les protéines R du lin et les protéines AVR du champignon qui provoquent la rouille. Suivant, ce que je vous ai décrit finalement tout à l'heure, hein, c'est que ce système-là va sélectionner ici les variants les plus efficaces pour continuer à infecter, et à l'inverse, les variants ici du champignon vont sélectionner les protéines les plus efficaces pour les reconnaître. Et donc, ça peut être sans fin. Alors, les relations entre les parasites et les hôtes, on a donc une véritable course aux armements entre l'hôte et le parasite. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la dernière conférence, hein, je vous avais montré cette diapositive. Dans les relations entre un hôte et un parasite, il y a deux étapes. L'étape de leur rencontre et l'étape de la compatibilité, de filtre. Si le parasite ne rencontre pas l'hôte, évidemment, il n'y a aucune chance, hein, que l'hôte soit infecté par le parasite. Mais après, il y a une deuxième étape, c'est la compatibilité. Si le parasite n'est pas compatible avec l'hôte, ils se sont rencontrés, mais ça n'ira pas plus loin. Par contre, si ce deuxième filtre est ouvert, à ce moment-là, le parasite va infecter l'hôte. Et donc la course à l'évolution, hein, va consister pour l'hôte à fermer l'un de ces deux filtres, et pour le parasite, cette course à l'évolution va consister à ouvrir ces deux filtres. Revenons chez l'homme, avec la coévolution entre les gènes antiviraux et les gènes des rétrovirus. Donc, la transmission des virus entre espèces nécessite l'ouverture du filtre de compatibilité entre l'hôte et le parasite. Comment fait un parasite, un pathogène, pour passer d'une espèce à une autre? Eh bien, on va s'intéresser ici au virus. Le virus doit franchir les barrières spécifiques pour infecter une nouvelle espèce. On va reprendre l'exemple du Covid. Alors, ce qu'on sait, c'est que le virus avait pour réservoir une chauve-souris qui était capable de reconnaître des cellules de chauve-souris et de se répliquer, de se reproduire dans les cellules de la chauve-souris. À un moment, il y a eu un phénomène de contamination, de contact entre ce virus et la population humaine. Alors, on ne sait pas encore trop s'il y a eu une espèce intermédiaire ou pas. Ça, c'est pas encore très très clair, mais à un moment, en tout cas, ce virus est entré en contact avec l'homme. Là, c'est le premier filtre qui est ouvert. Mais le deuxième filtre est fermé, hein, c'est-à-dire que la fameuse protéine spike du Covid, n'était pas capable de reconnaître la protéine de l'homme. Et puis, à un moment, il y a eu une évolution adaptative
c'est-à-dire une mutation du virus qui a fait que ce virus a pu se lier, a pu reconnaître une protéine de l'homme. Et à ce moment-là, eh bien, le deuxième filtre est ouvert. À ce moment-là, le virus est capable de rentrer dans les cellules humaines et de s'y multiplier, de s'y répliquer. Alors on sait que ça passe par une protéine qui est... bon, c'est le système rénine-angiotensine, peu importe. C'est des protéines qu'on trouve à la surface des cellules humaines. On ne sait pas très bien si chez la chauve-souris, c'est le même type de protéine, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait que chez nous, ça passe par là. Autre exemple, la grippe aviaire. Alors, la grippe aviaire, on a donc un virus qui infecte les oiseaux, qui se réplique dans les oiseaux, parce que, eh bien, ce virus est capable d'interagir en fait avec une enzyme d'oiseau, une polymérase, c'est-à-dire la polymérase, c'est une enzyme qui va synthétiser l'ADN. Et ça va permettre de multiplier l'information génétique du virus. À un moment, contamination, l'homme entre en contact avec ce virus, mais il n'y a que le filtre de la rencontre qui est ouvert, il n'y a pas de compatibilité. Parce que le virus là, n'arrive pas à intervenir avec la protéine de l'homme. Et puis une toute petite mutation. Alors là, on sait laquelle c'est. C'est un acide aminé ici qui est remplacé par un autre acide aminé dans la protéine. Donc un tout petit truc qui fait que, hop, ça y est, le deuxième filtre de compatibilité est ouverte. Et donc, on a une protéine qui va pouvoir interagir avec cette protéine humaine et que finalement, ce virus va pouvoir se multiplier dans les cellules humaines. Donc, vous voyez que c'est des histoires de toutes petites mutations qui vont ouvrir ou fermer ces filtres-là. Le dernier exemple, c'est le virus du sida. Alors, SIV, c'est Simian Immunodeficiency Virus, un virus de l'immunodéficience chez les singes. Alors, au départ, c'est chez les chimpanzés. Et en fait, on a une protéine, dont on va parler un petit peu, qui est capable en fait, de contrer une protéine antivirale. Et donc, le chimpanzé est infecté. On sait que ce virus est passé chez le gorille. Au départ, ce n'était pas compatible. On sait qu'il y a une toute petite mutation, un méthionine transformé ici en, je ne vois plus, en acide glutamique, peu importe. On a une toute petite mutation qui fait que cette protéine eh bien, va être capable d'interagir finalement avec la protéine du gorille, et donc le gorille se retrouve infecté. Et ensuite, c'est passé du gorille à l'homme. Alors, je vais terminer cette conférence avec quelques mots donc, sur ces fameuses protéines, pour vous montrer un dernier exemple de coévolution, pour vous montrer à quoi ça tient. Alors, ces protéines ApoC3, peu importe leur nom, sont des protéines antivirales, c'est-à-dire que ce sont des protéines de défense chez nous qui sont capables de reconnaître des antivirus, des virus, et de les éliminer, ou en tout cas de les empêcher d'agir. Il y en a 7 chez l'homme. Alors on les numérote de A à G. Et il se trouve que 3D, 3F, 3G, 3H ont des fonctions antivirales contre le virus du sida, surtout la protéine 3G. Alors, pourquoi elle n'est pas active ? Alors, si on regarde le virus du sida, eh bien, c'est un virus à ARN, son information génétique, elle arrive dans la cellule, et puis elle va être multipliée. Eh bien, cette fameuse protéine, elle est capable de se fixer là-dessus. Pour les étudiants, c'est une protéine qui va
engendrer des mutations dans l'ARN. Et c'est une protéine qui va empêcher en plus la rétrotranscription de l'ARN en ADN. Bref, pour ceux qui n'ont pas de base en génétique, c'est une protéine qui inactive en fait l'information génétique du virus. Il se trouve que les lentivirus, dont font partie le virus du sida et tout un tas de virus, ont acquis au cours de l'évolution une protéine particulière qui est la protéine VIF. Facteur d'infectivité virale, Viral Affectivity Factor. Et cette protéine, elle est apportée par le virus, et c'est assez chiadé comme mécanisme. C'est une protéine qui va interagir avec une protéine qui est présente dans les cellules et qui va reconnaître également cette protéine ApoC3G. Et cette protéine fait le lien entre les deux. Et cette protéine-là va modifier la protéine ici, ApoC3G, et puis elle va l'envoyer vers la poubelle de la cellule, ce qu'on appelle le protéasome. Le protéasome, en fait, c'est le système qui dégrade les protéines de la cellule. C'est ce qui permet de renouveler nos protéines dans nos cellules. En gros, vous imaginez une grosse poubelle qui découpe les protéines en petits morceaux. Donc, normalement, ne sont envoyées là-dedans que les vieilles protéines qu'il faut renouveler. Et donc, ce VIF ici interagit avec cette protéine ici, qui est tout à fait normale, et puis il va lui dire, bah tiens, mets un signal là-dessus, et ce signal-là est reconnu par la poubelle, et donc cette protéine-là, eh bien, elle est dégradée, et elle n'exerce plus son rôle. Et donc, le virus du sida est parfaitement actif, malheureusement pour nous, dans nos cellules. Ça encore, c'est un bel exemple de coévolution, avec des protéines antivirales qui agissent, qui apparaissent, et les virus qui se retrouvent dotés finalement d'une protéine antivirale. Alors quand on regarde l'évolution de ces gènes-là, alors c'est variable, il y en a 6 ou 7 chez l'homme, 1 chez la souris, 0 chez les marsupiaux, 18 chez les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est des sacrés réservoirs à virus, et elles sont bien équipées contre les virus. Et quand on regarde l'évolution de ces gènes, eh bien, ce serait réalisé sous l'impulsion d'interactions avec des virus. C'est quelque chose d'assez ancien. Alors, c'est ce qui vous est représenté un petit peu sur ce diagramme-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Alors ici, c'est l'évolution des mammifères. Là, on a l'ornithorynque, ici, c'est les marsupiaux avec le kangourou, ici, c'est les mammifères terriens, la vache, et puis là, c'est les primates. Les lémuriens ici, et là, c'est le groupe qu'on appelle les simiformes, hommes, chimpanzés, macaques, etc. En gros, les singes au sens large. Alors, chez eux, il n'y a pas ces fameux gènes antiviraux. Il se trouve que c'est quelque chose qui est apparu chez l'ancêtre des mammifères placentaires, les mammifères euthériens. Et chez les primates simiformes, eh bien, il y a ce gène-là, le 3G, qui est apparu spécifiquement. Et si on regarde un petit peu plus près, eh bien, ici, on a regardé qu'il y avait une corrélation avec l'apparition des ERV. Les ERV, c'est endorétrovirus DNA. C'est de l'ADN répété qui est présent dans le génome. C'est la trace d'anciens virus qui se sont intégrés dans notre génome, enfin, dans le génome de notre ancêtre, il y a une 50aine de millions d'années. Ça représente 8% de notre ADN. 8% de notre ADN, c'est des copies de virus, en très grand nombre d'exemplaires, dans notre génome. Ça, c'est de l'ADN fossile. C'est-à-dire, c'est la trace d'interaction, de contamination de nos ancêtres par des virus. Et les chercheurs qui ont réalisé cette étude
ont montré qu'il y avait une corrélation entre le nombre de gènes là, nombre de gènes antiviraux, le nombre de répétitions de rétrovirus dans l'ADN et le taux de mutation qu'il y a dans ces virus. Vous savez, je vous ai dit que ces protéines-là, elles entraînaient des mutations dans le virus. Comme ça, il est inactivé, il n'est plus actif. Et ces mutations, ben, on les voit quand on fait le séquençage. Donc, c'est la preuve que ces protéines-là, ces fameuses protéines antivirales, ça a été acquis par nos ancêtres il y a des millions d'années du fait de l'interaction, d'une coévolution avec des rétrovirus. Donc c'est pour ça que dans notre génome, à l'heure actuelle, on a ces fameuses protéines antivirales qui nous ont bien aidés au cours de l'évolution, qui ont bien aidé nos ancêtres, qui nous aident toujours bien, mais malheureusement, c'est une course à l'évolution. Il y a certains virus qui échappent à ces protéines antivirales. En conclusion, ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est l'efficacité de l'évolution et de la coévolution et de la course aux armements entre les pathogènes, les parasites et les hôtes. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que c'est compliqué pour nous d'éradiquer des pathogènes, que ce soit des virus, des bactéries ou d'autres parasites, aussi bien pour nous que pour nos animaux d'élevage ou que pour nos cultures. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des pratiques à éliminer absolument. Vous avez vu ce que peut entraîner le traitement intensif avec des pesticides, la sélection de résistants. Le traitement intensif avec des antibiotiques, c'est un problème de santé publique majeur à l'heure actuelle. L'inefficacité qui est en train de se développer de la plupart de nos antibiotiques contre un certain nombre de pathogènes qui deviennent de plus en plus résistants parce qu'on a trop utilisé ces antibiotiques à tort et à travers et qu'on a sélectionné des résistants. Je vous remercie de votre attention.